on va pouvoir attaquer. Donc Victor, comme ça, tu vas pouvoir te présenter, et puis enchaîner sur, la première partie, super. Ok. Eh ben, merci pour ce petit tour de présentation. C'était très clair. Donc, Victor Galland, moi je suis conseiller Gribio 05 dans les Hautes-Alpes à Gap. Et au sein du réseau bio, j'ai la chance d'avoir un poste qui est très spécialisé sol et matière organique. Donc, même si je suis basé dans le 05, c'est plutôt un poste régional PACA et même de plus en plus hors région. Donc, moi, je suis vraiment spécialisé sur les sols. Le gros de mon travail, c'est surtout du conseil, plutôt en individuel, faire des diagnostics de sol dans les fermes, plus pas mal de formations. Voilà, ça fait à peu près 5 ans que je suis Agribio. Et voilà, plus un peu des projets un peu plus généraux au niveau régionaux et nationaux sur un peu des projets de suivi de qualité des sols avec là plutôt des aspects recherche, labo, etc. Donc je travaille un peu dans ce cadre-là et du coup on m'a demandé d'intervenir sur cette vidéo spécifique cholage. Je trouvais que c'était une très bonne idée. Je suis curieux de tester ce format, c'est la première fois que je le fais. Euh, donc, comme on l'a dit, je vais faire une première partie que je vais essayer la plus courte possible, un peu sur c'est quoi l'acidification d'un sol, en fait, pourquoi ça pose problème, pourquoi on en parle, en quoi c'est important. Ensuite, quand est-ce qu'on voit qu'on a besoin de choler ou pas, on verra que c'est pas si évident que ça. Et enfin, sur avec quoi on chole. Voilà, je pense que j'ai dit l'essentiel. Tac. Est-ce que, Luna, tu peux me confirmer à l'oral que tu vois bien, que vous voyez bien mon Oui, écran? ouais, Ok, c'est bien en plein écran, ouais. voilà. Et ben voilà, pareil, n'hésite pas à m'interrompre si besoin. En tout cas, moi je ne vois pas là, quand j'ai la présentation comme ça. Ok. Alors, comme je l'ai dit, moi je fais beaucoup de diagnostic de sol. Et c'est vrai que dans ce cadre-là, en fait, ce que j'ai recherché à chaque fois, c'est quoi la priorité, c'est quoi l'élément bloquant, c'est quoi qui est le plus important euh, chez quelqu'un, dans une ferme, dans un sol sur lequel on peut intervenir, quoi. Et généralement, ces priorités, je les ai un peu présentées là. Vraiment, la première chose qu'on regarde, c'est plutôt la physique du sol. Ensuite, les besoins en cholage. Ensuite, la gestion organique, organo-minérale. Et ensuite, enfin, organo-biologique. Et ensuite, les minéraux. Pourquoi je présente ça? C'est que là, oui, on va parler cholage, c'est vraiment une partie spécifique au sein d'un problème qui est beaucoup plus large. Mais ce qui est important de comprendre, c'est que le besoin en cholage, lorsqu'il existe, il est vraiment prioritaire, quoi. C'est-à-dire que c'est plus important que la matière organique, c'est plus important que l'activité microbienne, c'est plus important que les teneurs en phosphore, en potasse, etc. C'est vraiment parmi les... Lorsqu'il y a un problème, une priorité avant tout à régler. Et dans plein de cas, ce sera jamais un problème. C'est là qu'on va voir. Mais voilà, ces diapos, c'est juste pour vous repositionner ça un peu dans l'ordre des priorités et l'ordre d'un diagnostic de sol. Voilà, qu'est-ce qu'on regarde en priorité. Euh, pour vous parler pH, pour vous parler cholage, il faut parler des interactions entre calcaire et acide. Le calcaire, on va parler d'une équation, on va voir qui est très très simple. Le calcaire, c'est une roche, composition chimique CaCO3, c'est pas important. Mais la spécificité de cette roche, c'est que lorsqu'on la met en présence d'acide, elle se dissout. Elle se dissout en ion calcium, en eau et en gaz, en CO2. Donc c'est vraiment cette équation-là, elle est super importante à comprendre. Calcaire plus acide donne calcium, eau, CO2. Et surtout, calcaire plus acide, ça se dissout. Et ça, cette équation, on peut l'avoir en fait dans deux sens. C'est que l'acide dissout le calcaire
certes, mais aussi le calcaire limite l'acidification du sol. Voilà. D'un côté, on a de l'acide, de l'autre côté, on n'a plus d'acide. Et d'un côté, on a du calcaire, et de l'autre côté, on n'a plus de calcaire. Et donc, en fait, c'est vraiment là-dessus que ça va se jouer, l'importance, ou en tout cas la question de est-ce qu'un sol va s'acidifier ou pas. Et pourquoi on parle autant d'acidification? C'est parce que, en fait, naturellement, le sol s'acidifie. Voilà. Et pourquoi? Parce que de l'activité microbienne, c'est acidifiant. De l'activité racinaire, c'est acidifiant. Et bon, là, ça va être moins le cas en bio, évidemment, mais tout ce qui est engrais azoté qui apporte de l'ammoniac, ça va plutôt être acidifiant aussi. Donc, en fait, naturellement, un sol, au cours de sa vie, s'acidifie. Et donc, en fait, un sol, au cours de sa vie, va d'abord avoir généralement une première étape de décarbonatation, en tout cas s'il y a du calcaire à la base. Donc, première étape de la vie d'un sol, le calcaire se dissout. Et deuxième étape, le sol s'acidifie, l'acidité s'accumule. Voilà. Et donc, lorsqu'on est sur un sol non calcaire, en tout cas, ou alors lorsque le calcaire a été dissous, ces processus d'acidification, la conséquence, c'est l'accumulation d'acide dans le milieu. Voilà. Et l'acide, en fait, c'est aussi de la concentration, par définition, de la concentration en ion H+. C'est pour ça qu'on parle souvent d'ion H+, quand on parle d'acide. Voilà. Le pH, littéralement, c'est la mesure de la concentration en ion H+, d'une solution. Voilà, c'est vraiment la définition de base. Et donc, voilà, un sol dont l'acidité n'est pas contrôlée par le calcaire, il va s'acidifier. Autre conséquence de ça, c'est que aussi petit à petit, les ions calcium dans le milieu se lessivent et disparaissent, ce qui va poser d'autres problèmes agronomiques. Voilà. Si pas de calcaire, acidification, donc accumulation d'ion H+, lessivage. Et donc, le cholage, en fait, par définition, c'est une lutte contre l'acidification naturelle du sol. Une lutte anthropique. Pourquoi ça pose problème qu'un sol s'acidifie? Alors en fait, ce qui explique pourquoi c'est aussi important comme process, c'est que ça va jouer en fait à un peu plein d'endroits et ça va dépendre du type de sol, mais en résumé, ça va globalement donner des sols qui ont une structure plus fragile, une prise en masse, avec croûtes de battance plus fréquentes. En fait, on va avoir une destruction des complexes argilo-humides qui vont structurer le sol du fait notamment de la perte des ions calcium. Ensuite, c'est plutôt des process qui ralentissent l'activité biologique, globalement. Ça va avoir des effets forts sur les légumineuses. On va le voir après, mais notamment si on a des légumineuses qui perdent les nodosités, voire qui n'arrivent plus trop à s'implanter, c'est globalement un signe d'acidification. Et dans les cas les plus extrêmes, les plus avancés, si vraiment le pH baisse trop, si vraiment l'acidification est vraiment avancée, ça va plutôt être sur sol granitique. Il peut y avoir de l'aluminium qui se libère et qui, lui, peut être littéralement toxique envers certaines plantes, et en particulier les plantes cultivées. Voilà. Et en soi, en fait, l'acidification, comme on l'a dit, c'est un phénomène naturel, c'est-à-dire que la vie va s'y adapter, il va y avoir des plantes qui vont pousser dedans, il y a plein de systèmes biologiques qui fonctionnent sur sol très acide, mais pas des systèmes agricoles productifs. Voilà. En fait, c'est là où ça pose problème d'un point de vue agronomique, c'est que les plantes cultivées agronomiquement sont sensibles à cette acidification. Voilà, en très rapide sur c'est quoi le problème de l'acidification d'un sol. Et voilà. Et puis voilà, et j'en parle pas aussi, mais dans des sols très calcaires avec des excès de calcaire, ça va poser d'autres problèmes différemment. Mais bon, là, on va vraiment se focus acidification. Et ça, en fait, la sensibilité d'un sol à l'acidification, ça va beaucoup dépendre de son origine géologique. Et là-dessus, c'est très inégaux, quoi. Il y a des sols qui, alors selon leur teneur en calcaire de base, mais en vrai, c'est un peu plus complexe que ça. Mais voilà, il va y avoir des sols où il n'y aura jamais besoin de choler.
qui sont très basiques, des sols assez neutres, et pareil, on n'aura jamais besoin de cholet. Quand je dis jamais besoin de cholet, c'est jamais besoin de cholet à horizon centaines ou milliers d'années. Un jour, il y aura besoin, mais voilà, pas à horizon moyen, même moyen long terme. Et ensuite, donc, les cas qui nous intéressent, des sols où il y a besoin de cholet. Une dernière chose que j'introduis qui va nous servir juste pour la partie juste après. Alors, la CEC, ça vous l'avez déjà vu passer sur des analyses de sol, certainement, si vous en avez eu dans les mains. Voilà. En très résumé, c'est la capacité d'un sol à retenir des ions. Il faut imaginer les argiles comme des petits aimants qui vont retenir les ions calcium, magnésium, etc. Et donc, plus un sol a d'argile, et plus il a une capacité à retenir ces ions fortes. Voilà. Donc là, si on a un schéma d'argile, on a une situation normale. En fait, il y a plein d'ions qui sont collés dessus. Et une situation normale, c'est que globalement, si on somme les calciums, le magnésium, la potasse, globalement, ça doit occuper la quasi-totalité de la CEC. Et lorsqu'un sol s'acidifie, en fait, petit à petit, sur les argiles, sur les limons fins, ces ions calcium, notamment, ils vont être remplacés par des ions H+, des ions H+, vont être remplacés par de l'aluminium. Voilà. Ça c'est une conséquence un peu indirecte. Et là où elle nous intéresse, c'est qu'elle va être, en tout cas, partiellement mesurée. Voilà. Et c'est ça aussi qui va expliquer qu'il va y avoir des liens argile, matière organique qui vont être moins stables, qu'une structure voilà, qui va se dégrader, etc. Voilà. Voilà pour cette introduction que j'ai essayé de... bon, c'est des trucs qui me passionnent, donc je pourrais en parler pendant des heures, hein, mais voilà, j'ai vraiment essayé de centraliser sur, en fait, pourquoi on parle de ça et pourquoi ça nous intéresse et surtout pourquoi ça peut avoir des conséquences agronomiques graves. Et que si c'est le cas, c'est une priorité à traiter. Voilà. Et autre chose pour finir, c'est globalement des process qui sont plutôt des process moyen terme. C'est pas forcément des choses qui réagissent très vite d'une année sur l'autre. C'est souvent des choses qui vont mettre, voilà, qui sont un peu quelque part quelque chose en fond qui a une influence sur tout le reste et qui réagit plutôt à échelle de quelques années et pas à échelle de quelques mois. Voilà pour cette première partie un peu théorique. Est-ce que, voilà, déjà là-dessus, il y a des questions. N'hésitez pas, si vous avez déjà des questions sur cette première partie, à nous faire signe. Soit vous pouvez prendre la parole, écrire dans la conversation. Ou... Oui, Audrey? Globalement, pour mesurer l'acidification, il n'y a que par les analyses de sol, ou il y a d'autres moyens de savoir s'il y a une acidification dans le sol? Ça, c'est la partie qui arrive. Comment on voit, en fait, vraiment la partie qui suit, c'est comment on voit que le sol, on a besoin ou on n'a pas besoin. Okay. Question de Théo, ouais. Je crois. Oui, moi j'ai une question parce que sur mes analyses de sol, j'ai pas ta formule, la calcium plus magnésium plus potassium divisé par la capacité d'échange cationique. J'ai juste la CEC, puis le potassium sur la CEC, le calcium sur la CEC, le magnésium. C'est équivalent. En fait, chaque labo va le noter un peu différemment, mais on peut retomber sur nos pattes. Généralement, calcium sur CEC, déjà, ça donne l'indication. Ouais. D'accord, donc on peut comparer les mesures de mon labo avec ce 60% de... Je compare le calcium sur CEC par rapport à ce que me donne mon labo. C'est ça. Ok. Voilà. Est-ce qu'il y a d'autres questions? Aller sur sur justement comment on mesure l'acidification. C'est ça le plus important. Enfin, en tout cas, le sujet. Ouais. Oui, puis là,
Il n'y a pas l'air d'avoir d'autres questions pour le moment sur cette. Ok, très bien. Donc voilà, on passe à la partie 2 et puis pareil, on prendra un petit temps juste après pour Ouais. les questions-réponses à ce sujet. Ouais. Alors, la question, est-ce qu'on a besoin de Cholet? En tout cas, est-ce qu'on est sur un sol qui s'acidifie? Pour moi, c'est un peu la question la plus problématique. Pourquoi? Parce que en fait, c'est pas si évident de savoir où on en est exactement. Comme la plupart des choses qui tournent autour du sol, en fait, on utilise une somme d'indices assez indirects dont aucun n'est parfait. En fait, ça va être facile de savoir quand on est dans des situations extrêmes. Voilà. Donc, on est sur un sol calcaire, très calcaire. Bon, c'est sûr, il n'y a pas besoin de Cholet. On verra des petites nuances des fois d'acidification de surface, on en a parlé. On est sur des sols avec des symptômes d'acidification extrême. Voilà, il n'y a pas de doute non plus, on peut y aller. Et le problème, c'est qu'entre les deux, il y a réellement une zone de flou. Et voilà, donc là, je vais vous présenter en fait plus qu'une réponse, en fait, un panel de faisceaux indirects qui nous font pencher vers une direction ou une autre. Et voilà, et sincèrement, ça n'a rien d'évident. Déjà, pour moi, la première chose à regarder, c'est les symptômes directs sur les plantes, visuellement. Alors, parmi les plus parlants, ça va être notamment sur céréales, sur blé, un peu les formes des racines et les foyers, notamment au niveau du talage, j'en vois un peu en haut à droite. C'est vraiment des taches un peu jaunâtres et avec des racines vraiment un peu épaisses, en fil de fer, pas ramifiées, pas les jolis chevelures racinaires du blé. Voilà, donc ça fait partie des symptômes assez visuels et marquants. Ensuite, il va y avoir tout ce qui touche aux légumineuses. Ça va être vraiment partie des plantes les plus sensibles. Voilà, notamment la luzerne, notamment alors c'est les trèfles, ça dépend un peu. En tout cas, en fait, généralement, les légumineuses les plus productives en biomasse vont être celles qui vont être le plus sensibles. Avec plusieurs stades intermédiaires, notamment la disparition des nodosités. Voilà, ça c'est assez marquant. La question des plantes, un peu bioindicatrices, on a parlé Rumex, il me semble un de tête. C'est pas si évident que ça pour moi. Voilà, je trouve que c'est dur à les plantes bioindicatrices, je trouve ça assez difficile à interpréter personnellement. Donc je me méfie un petit peu. Voilà, en tout cas, c'est pas ce que j'utilise en priorité. Voilà, et les questions de structure instable, de décomposition de matière organique, c'est mauvaise décomposition. Pareil, ça peut être un symptôme d'acidification, c'est pas si facile que ça à interpréter. Voilà. En fait, le problème de tous ces symptômes-là, c'est que voilà, il y a aussi d'autres choses qui peuvent faire des symptômes similaires. Donc, mais encore une fois, c'est un faisceau d'indices indirects. Ensuite, un peu le raisonnement classique, le raisonnement comifère, le raisonnement un peu académique. On peut s'interroger sur le pH. Alors le pH, c'est un indicateur pas si évident que ça à manier. Globalement, si vraiment on sort des pH en dessous de 5,5, pH haut, ouais, là on est sûr, en fait on est dans les cas extrêmes, en fait on est sûr qu'il y a un problème. Si on est sur des pH au-dessus de 7, pareil, on est sûr qu'a priori il n'y aura pas de problème. L'intermédiaire, ça veut dire en fait il faut qu'on se pose la question. Et ça ne veut pas dire beaucoup plus que ça. Parce que les pH évoluent dans l'année, parce que voilà. Donc pH, c'est pas l'indicateur qui nous intéresse le plus finalement. Il y avait la question sur les différents types de pH. Alors souvent on voit dans les analyses de sol pH haut, pH KCl. Objectivement, ce n'est pas utile. C'est plutôt une information qui est redondante.
Voilà, chaque pays a un peu ses codes. Globalement, ne pas se prendre la tête sur les différents types de pH. On regarde le pH eau, le pH KCl est dans 99,9% des cas assez inutile à regarder. Voilà. Ensuite, l'indicateur qui va le plus nous intéresser, en fait, et en soi le plus intéressant, c'est ce que j'ai commencé à introduire tout à l'heure, un peu la saturation de la CEC. C'est-à-dire, est-ce que ma CEC, est-ce qu'elle est occupée par du calcium, du magnésium, un peu des ions qui nous intéressent, ou est-ce que justement elle est occupée par de l'acide? Avec un peu des seuils voilà, qui discutent, mais globalement, si on a moins de 40%, 50% de calcium sur la CEC, en fait, on est dans des seuils assez critiques. Et on estime que si on a 10-15% de H+ sur la CEC, on reste correct. Alors, en soi, ça, c'est vraiment l'indicateur le plus pertinent. Là où il faut se méfier, c'est que c'est un peu dangereux de se focaliser que là-dessus. Voilà. Notamment, c'est un peu, ça ne rend pas forcément vraiment compte de l'hétérogénéité de la parcelle. Il peut vraiment y avoir des problèmes d'échantillonnage. Donc, c'est vraiment à confronter à la réalité de terrain. Et aussi, on ne peut pas en faire non plus partout, dans toutes les parcelles. Donc, voilà, c'est une mesure qui est pertinente, qui est bien à avoir ponctuellement. Mais on ne peut pas que se baser là-dessus. Et je note, c'est pas vraiment ce qu'on conseille le plus d'habitude, mais on peut aussi doser l'aluminium si on a vraiment des suspicions de toxicité forte. Voilà. C'est pas forcément. Ponctuellement, ça peut se questionner de le rajouter. Mais voilà, ça c'est un peu le raisonnement classique. Et après, bon, on le verra un peu après, mais là aussi, ce que je critique un peu dans ce raisonnement, c'est du coup la focalisation sur le pH et la focalisation il faut augmenter le pH. Voilà. Pareil, introduction à ça, c'est pas forcément la priorité, c'est la saturation de la CEC et au-delà de ça, en fait, les équilibres calcaires. Enfin, voilà, je vais rester sur il faut Cholet. Il faut Cholet, donc ça fait partie des indicateurs en routine en analyse de sol. Généralement, si vous avez une analyse de sol, vous avez ces indicateurs-là. Voilà, pertinent, mais ça ne reste pas un absolu. Ensuite, dernier un peu raisonnement, un peu le test à l'acide chlorhydrique. Ça, c'est un test qui est très facile à faire, qu'on appelle le test Carbo. Voilà, pour ceux qui ont vu passer le mot Hérodi, qui ont vu passer l'approche Hérodi. Je ne vais pas rentrer dans le détail, mais voilà, il n'y a pas que lui qui propose ça, d'ailleurs, dans ces cas, mais c'est inspiré de ça. Globalement, c'est en fait un test qui dose sur le terrain la concentration en calcaire. Donc, on prend de l'acide chlorhydrique dilué à 15%, c'est quelque chose qu'on trouve, l'acide chlorhydrique, on le trouve en grande surface, dans les magasins de bricolage, c'est facile à se procurer. Et en fait, on va mettre un peu d'acide chlorhydrique sur le sol, et en fait, on peut mesurer la réaction entre l'acide qu'on met et le calcaire. Voilà. Si ça fait une grosse effervescence, comme on le voit là sur la photo, en fait, on est sur des sols très calcaires. Bon, par définition, il n'y a pas besoin de Cholet. Ensuite, on peut voir des petites bulles, on voit une très faible effervescence, c'est-à-dire on est encore sur des sols calcaires. Voilà. L'avantage de ça, c'est que si jamais vous posez une question sur une parcelle et que vraiment le test à l'acide, il réagit, il bouillonne, même légèrement, voilà, c'est des sols où il n'y aura jamais besoin de Cholet. Ça, c'est très pratique pour identifier les sols où il n'y a pas besoin de Cholet. Et ensuite, on peut avoir donc les niveaux 1 et 0. Donc, le niveau 1, c'est vraiment on ne voit rien, mais on entend crépiter. Et le niveau 0, c'est que vraiment on n'entend rien et on ne voit rien. Et globalement, si on a un test Carbo à 0, si vraiment on n'entend rien, c'est-à-dire qu'en gros, c'est un sol qui a besoin d'être Cholet. Après, la difficulté de ce test, c'est que c'est pas si évident que ça de savoir si
notamment quand on est en carbo 0, 1, où ça ne réagit pas très bien. Est-ce qu'on est un peu en urgence, où vraiment on est sur une acidification assez grave et c'est vraiment urgent de traiter, ou alors on est sur un sol qui, ben, en fait, oui, naturellement, on va le choler tous les 7-10 ans. Et donc, du coup, oui, forcément, au bout de 5 ans, il va moins bien réagir, mais voilà, c'est un peu le process normal, quoi. Le gros avantage de ce test, c'est qu'il est facilement réplicable au sein de la parcelle, entre des parcelles, et aussi, il permet très bien d'identifier des acidifications de surface, voilà, qui peuvent passer inaperçues dans les tests labo, voilà, notamment sur des systèmes qui sont en réduction de travail du sol, où vraiment on a sur un travail du sol très superficiel. Là, on peut vraiment avoir des acidifications sur les 5 premiers centimètres et pas du tout en dessous. Voilà, ça peut passer inaperçu en analyse labo. Voilà. Et donc, la conclusion derrière ça, c'est que c'est vraiment un couplage d'observations empiriques entre des observations de culture, des analyses labo et des tests à l'acide. Pour, en fait, réussir à se situer dans cette gamme de j'ai pas besoin de choler, j'ai une urgence à choler, c'est vraiment absolument prioritaire. Là, je suis en toxicité aluminique, c'est la cata. Ou alors, je suis sur l'intermédiaire et qu'il me faut un cholage de fond. Et ça, c'est dur de faire vraiment des cas précis comme ça en vidéo parce que vraiment, voilà, ça nécessite de l'observation terrain, des analyses labo, etc. C'est un raisonnement moyen terme. Voilà. Bon, ça, c'est juste un exemple. Voilà, c'était un groupe dans les Combrailles à côté de Clermont, donc c'est plutôt sur les sables très acides. Et voilà, là, on voyait bien dans le groupe, le GI2E là, qu'on avait suivi, entre des sols qui, en effet, ont des saturations de CEC en dessous de 40% ou 50%, donc on est plus dans des urgences de cholage, ou l'intermédiaire, où voilà, on se doute que c'est des systèmes où il faut choler, etc. Bon, c'était juste un exemple là, que j'avais gardé. Voilà pour ces questions. Deuxième partie de est-ce que j'ai besoin de choler? Est-ce qu'il y a des questions là-dessus? Je pense que oui. Des questions ou des remarques si vous avez aussi Ou est-ce que des ça habitudes, répond ou est-ce que ça répond aux questions d'avant? ou si vous avez Bon. d'autres indicateurs que vous avez repérés sur vos parcelles pour estimer qu'une parcelle est en acidification et que voilà, enfin voilà, n'hésitez pas aussi à témoigner quoi. Ouais, le test CEC, du coup, que tu dis qui est complémentaire et à peu près le seul qui est fiable en plus du test à l'acide chlorhydrique qui est faisable facilement, comment on le fait concrètement? À qui on fait appel? Est-ce que tu as des contacts de laboratoire? Oui. Alors, globalement, ça, comme je disais, c'est vraiment les menus de base de laboratoire. Donc, en fait, un peu n'importe quel labo le fera d'analyse de sol. Ensuite, là où je mets une grosse vigilance, c'est aussi sur le prélèvement. Donc ça mériterait un truc en soi, en fait. C'est que, en fait, prélever pour envoyer pour une analyse de sol, c'est pas si évident que ça. Donc, dans l'idéal, c'est bien que ce soit accompagné d'un technicien qui a un peu l'habitude, ou une technicienne, c'est pas dommage. Et notamment, en gros, en résumé, la grosse vigilance à avoir, c'est lorsque les parcelles sont un peu hétérogènes au sein de la parcelle. Et ça, c'est quelque chose qui est quand même très courant. Que des fois, une même parcelle, tu as un peu deux types de sols. Et que, en fait, si on mélange les échantillons, on peut vraiment envoyer quelque chose de biaisé. Et ça, c'est courant, quoi. Vraiment, si j'insiste dessus, c'est qu'il y a beaucoup d'analyses de sol qui sont mal prélevées. Et du coup, bah, les résultats, ils sont durs à interpréter. Sinon, globalement, moi, je travaille pas mal avec le laboratoire Tessier, là, qui sont dans la Drôme. Chez vous, il doit y avoir le laboratoire César, qui est pas très loin. Voilà, et ce sont globalement des analyses qui vont coûter l'analyse de base avec un peu de granulo, la matière organique, la CEC et les oligos. On est sur du 80-90 € hors taxe.
Merci. répond à ta question? Yep. Ok, super. Lionel, tu levais la main? Oui, moi j'avais une question aussi, c'était un peu aussi par rapport à des analyses de sol qu'on avait fait, de comment un peu les interpréter. Parce que j'avais fait des tests à l'acide chlorhydrique, on était à peu près en carbo 1, et sur les analyses de sol, on a des taux d'oxyde de calcium et de calcium sur CEC qui sont pas très élevés, mais pas nuls non plus. Et par contre, on a le calcaire total et calcaire actif qui est à 0. Et du coup, je me demandais, est-ce que ça, c'est des éléments qui donnent sur une dynamique de sol, ou comment interpréter ça? Globalement, un sol, dès qu'il est à plus de 2-3% de calcaire, c'est déjà un sol calcaire qui aura certainement jamais besoin de choler. Donc en fait, ouais, dès qu'il y a un peu de calcaire dans le sol, en fait, quelque part, voilà, rapidement, on n'a plus de problème d'acidification. Du coup, c'est pas surprenant que dès qu'on est sur des carbos 0 ou 1, on est généralement en dessous de 1% de calcaire. Voilà. Donc en soi, c'est plutôt cohérent. Voilà. Et après, donc voilà, là, c'est un peu à suivre. Voilà, faudrait voir, mais de ce que tu me dis, je me dirais que c'est certainement un sol qui, il faudrait creuser un peu, mais qui a voilà, besoin peut-être d'être chaulé tous les 10 ans, voilà, avoir un peu un truc de fond comme ça. Là, il manque un peu d'infos pour aller plus dans le détail, mais ouais. Et c'est normal qu'il y ait 0% de calcaire actif aussi. Voilà. Dès qu'il y a 1% de calcaire actif, en fait, pareil, déjà, on est sur des taux de calcaire qui ne sont pas négligeables. Et qui n'aura jamais besoin de choler. S'il y a 1% de calcaire actif, c'est déjà beaucoup. Et là, on bascule dans les problèmes d'excès de calcaire. Et j'en parlerai un petit peu, mais c'est pas si évident la différence entre calcaire, oxyde de calcium, calcaire actif. Ouais, il y a beaucoup de mots différents pour dire des choses qui ne veulent pas tout à fait dire la même chose, etc. Bon, voilà. Et j'en ai pas parlé, mais il y a quelques sols, et c'est pas si courant, c'est assez rare, du coup, c'est pour ça que j'en ai pas trop parlé, mais il peut y avoir aussi des sols avec quand même très riches en calcium, en CA2+, qui pour autant ne sont pas calcaires. Voilà, là, ça peut avoir des petites subtilités sur le cholage, mais là, on est vraiment sur des cas particuliers assez rares. Tu disais que du coup, les différences entre les notions calcaire actif et tout ça, tu as prévu de revenir dessus Ouais, après? juste après, je refais un petit point vocabulaire, notamment sur les produits cholants. Enfin, voilà, Ouais, ok, ça marche. Lionel, est-ce que ça répondait à ta question? Oui, c'est bon. Ok. Fabien, je vois que tu lèves la main. Ton micro est coupé. Alors, on t'entend toujours pas. Ah, je crois que Là, ça va c'est être mieux? bon. Ouais, c'est bon. Oui, oui, je voulais reposer la question suivante sur le test à l'acide. Est-ce qu'il y a un moment opportun pour l'effectuer au moment, enfin, je parle dans la rotation. Moi, j'ai une rotation à base d'herbe sur 3 ou 4 ans, et puis après, je passe en céréales. Je fais éventuellement une légumineuse de printemps, une année de céréales à nouveau, et je reviens en herbe. Donc, est-ce qu'au sein de cette rotation, il y a un moment qui est plus propice qu'un autre pour le faire, et au niveau de l'année, est-ce qu'il y a une saison qui est plus importante qu'une autre, quoi? Sur le test à l'acide, non, pas trop. Voilà. Ça peut être fait un peu n'importe quand. Éviter les périodes trop sèches ou trop humides. Ça, c'est un peu là pour tout, quoi. Pas vraiment un sol détrempé ou sol complètement béton. Mais à part ça, c'est assez OK. Enfin, voilà, il n'y a pas trop de limites. Et petit point aussi juste sur les mesures de pH. J'ai dit que ça variait au cours de l'année. Généralement, le pH en hiver est plus élevé que le pH en été. Surtout sur les sols légers, les variations peuvent être conséquentes.
Donc, notamment quand on a des analyses de sol, et souvent c'est plutôt en hiver, voilà, il faut un peu considérer que c'est la valeur haute du pH et qui peut être plus bas. D'accord. Est-ce que vous avez d'autres questions, remarques, témoignages sur ce que vous faites, enfin, sur comment ça se passe chez vous, ou des questionnements sur des analyses de sol que vous pouvez avoir? Sinon, on passe à la troisième partie. Et après, on aura un gros temps de questions-réponses qui permettra aussi, si jamais il y a des questions qui sont passées à la trappe, on pourra bien les poser, quoi. On passe à la suite. Peut-être juste sur le test à l'acide, dans ce que je pourrais compléter. Ouais, c'est, comme je disais, intéressant de vraiment différencier surface, les 5 premiers centimètres, et un peu plus profond si on fait un peu un trou à la pêche. Voilà. Qu'est-ce que je voulais rajouter aussi? Et ouais, sur le test à l'acide aussi, si possible, notamment quand on est sur les carbo 1 et tout, de séparer un peu la terre fine des cailloux. Même ce qui fait plus de 2 mm. Vraiment un peu, quand on est un peu sur les questions d'interprétation, là, c'est pas si évident que ça, hein, mais essayer d'enlever un peu les cailloux et de rester vraiment sur la terre fine. Voilà. On passe à la suite. Allez. Ok. Donc, avec quoi choler? J'ai déjà introduit avant, mais on entend souvent que le cholage, c'est pour augmenter le pH. Ça, pour moi, c'est vraiment en fait, c'est un mauvais raisonnement agronomique. Notamment parce que, en fait, la conséquence indirecte de ça, c'est que qu'est-ce qui est efficace pour augmenter le pH? C'est des produits à pouvoir d'action très fort et très rapide. Et c'est aussi pour ça que le cholage a été critiqué à pas mal d'endroits, à certains endroits. C'est parce que, en fait, qu'est-ce qu'on utilise pour augmenter le pH le plus rapidement possible? De la chaux vive. Bon, c'est de moins en moins fait, mais c'est quand même encore pratiqué. Qui est un produit qui est extrêmement puissant, qui est extrêmement réactif et qui, en plus, est plutôt, qui va plutôt détruire de l'activité microbienne. Donc, qui va avoir en fait un effet très très court terme, plutôt productif, mais un effet long terme plutôt dégradant agronomiquement. Bon, de toute façon, en bio, il n'y a pas de chaux vive, donc de toute façon, si ça simplifie un peu ces questions-là. Mais voilà, le but, ce n'est pas d'augmenter le pH le plus vite possible. Le but, c'est d'avoir un raisonnement plutôt moyen terme sur, en fait, apporter suffisamment de carbonate, suffisamment de calcaire pour que, en fait, le cycle entre activité microbienne optimale et limite de l'acidification puisse se faire à échelle de quelques années, qui est vraiment rentrer dans cet équilibre du sol, quoi. Voilà. C'est pour ça que c'est plutôt les carbonates broyés qu'on préconise d'utiliser, broyés plus ou moins finement. Et c'est là qu'on arrive à un casse-tête, enfin une absurdité de nomenclature que du coup je vais essayer de résumer le plus simplement possible, qui je pense a été conçu pour que ce soit difficile de s'y retrouver. Alors, qu'est-ce qui nous intéresse sur le produit qu'on apporte? Ok. La première question qu'on veut, c'est de savoir est-ce que le produit qu'on apporte, est-ce qu'il est pur en calcaire? Voilà. Ou est-ce qu'on apporte 100% de calcaire, ou alors en fait c'est un mélange entre 80% de calcaire et 20% d'un truc inerte qui va nous servir à rien. Alors, et c'est là que je suis obligé de parler de l'équivalence CaO. Je suis désolé de passer par là, mais en fait c'est comme ça. Donc, petit point vocabulaire. Donc, calcium, on l'a dit, on parle plutôt des ions Ca2+, qui sont dans le sol. Carbonate,
en fait, c'est l'association d'un ion et de CO2 qui est passé sous forme liquide. Donc, carbonate de calcium, c'est CaCO3, c'est un ion CO3 et du calcium. Carbonate de magnésium, c'est pareil avec du magnésium. Et la chaux vive, on en a parlé, sa formule chimique, c'est CaO. C'est vraiment un atome d'oxygène qui est fixé avec un atome de calcium. Et ça qui fait que c'est vraiment très, très réactif. C'est vraiment, tu le mets en présence du moindre petit acide, et une réaction chimique qui se passe assez violente. Et du coup, comme le chaulage en fait, est associé à l'apport de chaux, ou en tout cas, on a fait ça pour augmenter le pH, le plus efficace, c'est d'apporter de la chaux, etc. Et que du coup, par convention, les produits pour chauler, en tout cas ceux du commerce, ceux qui sont vendus dans les COP, ils sont exprimés en équivalent CaO. Ce qui est débile, hein, mais c'est comme ça. En gros, c'est la question de si jamais ce produit, je le transformais en forme de chaux, ça ferait combien? Bon, la conséquence de ça, c'est que, sachant que du coup, nous, on apporte même, enfin, il est essentiellement maintenant apporté des carbonates de calcium, du calcaire, même en conventionnel. C'est qu'en fait, si on a un produit qui est à 100% de CaCO3, qui a 100% de calcaire, donc vraiment un calcaire pur, il a un équivalent CaO de 56%. Voilà, je passe les détails, en vrai on s'en fout du pourquoi, mais c'est un peu comme ça. Donc en fait, un produit pur, sur les étiquettes de produits chaulants, etc., un produit pur en calcaire, il a un équivalent CaO de 56. Voilà. Voilà, c'est comme ça. Et au passage, hein, s'il est à plus, mais bon, ça c'est pour les produits conventionnels, c'est qu'il y a en partie de la chaux vive. Voilà. Et donc souvent, notamment en bio, notamment dans les COP, ce qui est vendu, ça va y avoir marqué équivalent CaO 54%, 0,54. Voilà. En fait, ça veut dire que c'est un produit qui est quasi pur en calcaire. Mais, donc c'est important de savoir si mon calcaire il est pur ou pas, ou est-ce que j'apporte des impuretés ou pas. Mais ça ne dit rien de la vitesse de décomposition du produit. Voilà, on a commencé à introduire ça, mais en fait, ce n'est pas tout à fait la même chose si j'apporte un produit qui va réagir en une semaine, en 3 mois ou en 10 ans. Donc la deuxième chose qui nous intéresse, le principal indicateur qu'on regarde pour savoir si on est sur un produit à action rapide ou un produit à action lente, c'est est-ce qu'il est fin? Quelle est la taille du produit? Voilà. Est-ce qu'on est sur des produits poudre, pulvérulents, granulés? Donc c'est généralement plutôt ce qui est vendu dans le commerce. Donc ça, c'est généralement des produits qui sont très fins, sont en dessous de 0,3 mm de maille, ou des produits plutôt broyés. Et plus c'est fin, plus la surface d'échange est grande, plus ça va réagir vite. Voilà. Et donc pareil, là en fait, on commence à comprendre que ce qui est assez intéressant agronomiquement, c'est d'avoir un peu une continuité entre des produits très très fins et des produits un peu moins fins. Est-ce que voilà, est-ce qu'une part qui va réagir très vite, une un peu moins vite, une encore un peu moins vite? Voilà. Qu'est-ce qu'on peut retenir? C'est que bon, au-dessus de 4 mm, c'est quand même vraiment, ça commence à être un peu trop gros, ça commence vraiment à être très long à réagir. Ça va dépendre un peu du type de calcaire, mais on ne va pas forcément trop aller dans ce détail-là. Voilà. Petite mini précision, parmi les produits du commerce, des fois sont vendus des produits plutôt poudre, pulvérulents, mais ils sont un peu agglomérés entre eux. Du coup, ça fait un peu des... comment dire, ils sont agglomérés, notamment pour des questions de praticité ou d'épandage. Ça reste des produits très très fins, même s'ils sont agglomérés en petites boulettes de quelques millimètres, quoi. Voilà, ça reste de la poudre agglomérée, mais qui va se dissoudre très très rapidement. Voilà. Et ensuite, dernier critère un peu principal, ça va être, c'est est-ce qu'on a le taux d'humidité? Ça va plutôt être sur les sables calcaires, les sables des carrières qu'on achète. Donc évidemment, plus le produit est humide, plus on trimballe de l'eau et pas du calcaire.
Voilà. Et ça peut quand même avoir un impact pas si négligeable que ça, notamment sur l'achat. Ouais, on achète au même prix un produit qui a 10% d'eau ou 0,1% d'eau, ben, ça peut faire une économie pas si négligeable. Et ensuite, à partir de là, en fait, on va faire ce petit compromis, enfin, trouver ce compromis sur si j'ai identifié que mon sol a besoin d'être cholé, comment je vais faire et avec quelle matière pour que ça me coûte le moins cher possible. Voilà. Il existe plein de produits cholants à pas mal de prix différents. Voilà, ça c'est même en Bretagne, ils ont des coquilles Saint-Jacques, des coquilles d'huîtres, des sables coquillés, etc. Donc là, ça va être en fait toute la recherche. Donc on l'a dit, il y en a. Voilà, mais je sais que vous, ça se fait déjà régulièrement hein, de se fournir auprès de carrières. Hein. C'est généralement le meilleur rapport prix-qualité. Enfin, on va le voir un petit peu après, mais si le sable de la carrière a une granulométrie correcte, c'est généralement le meilleur produit à apporter pour ton sol et souvent au coût le plus raisonnable si on arrive à les pendre, enfin si on a de quoi les pendre. Voilà. Alors ça, je les cite parce que c'est des choses que vous pouvez retrouver sur des étiquettes de produits cholants ou sur des... Mais on ne va pas trop rentrer dedans. Donc, il y a d'autres indicateurs qui ont été utilisés pour caractériser ces produits encore, qui n'aident pas à la compréhension. Mais voilà, je les cite, la solubilité carbonique, donc ça essaie de mesurer un peu la vitesse de réaction aussi. La valeur neutralisante, alors ça a quand même un petit intérêt, c'est juste pour signaler que moi j'ai un peu par simplification, là j'ai vraiment parlé de calcaire, carbonate de calcium. Voilà, il faut aussi savoir que le carbonate de magnésium, donc ça c'est vraiment de la dolomie en fait, c'est pareil mais avec de la magnésium, ça a aussi un effet cholant. Ça a même un effet cholant plus que le calcaire. Donc voilà, des fois on peut coupler un peu ces deux quand on a un apport où il y a à la fois du carbonate de calcium et du carbonate de magnésium. Mais voilà, je pense qu'il n'y a pas besoin d'aller trop dans le détail là-dedans. Indice de positionnement agronomique, ça aussi je le cite parce qu'on le retrouve des fois, mais pareil, globalement, ça parle de vitesse d'action. Concrètement, quelle dose est pertinente, quelle dose ça va, on va dire, quelle est ma matière que j'ai à ma disposition au prix le plus raisonnable et versus quel est mon sol. Et en fait, c'est là-dedans où on va faire un peu le bilan de ça pour savoir est-ce que je vais plutôt être proche d'1 tonne ou plutôt proche de 10 tonnes par hectare. C'est l'ordre de grandeur généralement pertinente. Et plutôt fréquemment ou plutôt tous les 10 ans. Plus j'ai un produit grossier, plus je vais plutôt mettre des doses élevées. Ça va être à action vraiment lente. Si j'ai vraiment un produit très très fin, je vais plutôt avoir... ça va être utilisé rapidement, donc on va mettre des doses plus faibles. Voilà. Et plus j'ai un sol lourd, argileux, plus je peux mettre des doses élevées. Plus j'ai un sol léger, plus je vais mettre des doses faibles. C'est globalement ça. Et en fait, c'est assez OK si la dose est quand même relativement pifométrique parce qu'on attend vraiment une action moyen terme de ça. Voilà. Enfin, je dis c'est OK si la dose est pifométrique si on est sur des carbonates pas trop réactifs. Hein. Je ne parle pas des produits les plus pulvérulents et les plus proches de la chaux. Voilà. Et ce qu'on veut, c'est donner à l'activité biologique à manger, en fait, pour assurer son fonctionnement. Il y a une question de Lionel. Je ne sais pas si tu veux la poser maintenant, Lionel, ou plus tard. Ouais.
Oui, moi j'avais juste une question pour revenir juste sur les produits. Moi j'avais déjà pris du sable calcaire. Et Ouais. évidemment, quand on achète du sable calcaire, il n'y a aucune info sur le. Du coup, j'imagine que de ce que j'ai compris, il n'y a pas d'intérêt à avoir d'infos sur le pouvoir cholant ou sur l'équivalent. Est-ce qu'il y a un risque Alors, d'avoir un sable calcaire qui est je sais pas moi, de mauvaise qualité ou qui est un oui, pouvoir calcaire moindre? ouais. Alors c'est ma diapo suivante. Vraiment, vous êtes au taquet. Si les sables calcaires, ça vaut le coup de les analyser. Ça vaut le coup de les analyser. Et en fait, par exemple, ça, c'est un travail qui a été fait dans la Drôme. D'ailleurs, j'ai retrouvé un peu je pense qu'à la DABIO, vous devez avoir historiquement un peu des analyses de sable calcaire de carrière. Parce que notamment, il y avait eu un travail avec Hérodi il y a une quinzaine d'années là-dessus. Globalement, les sables carrières, qu'est-ce qu'on va analyser? Alors ça, par exemple, c'est un travail qui a été fait en Drôme là ces dernières années. En fait, c'est assez simple. Ce qu'on veut, c'est la répartition granulométrique du sable de la carrière. Et ça, c'est une analyse qu'il faut faire une fois. Ça coûte 50 balles. Hein. Voilà, ça peut être très bien fait par Adabio. Alors ça, c'est un exemple d'une sable carrière de la Drôme. On a juste séparé selon la granulométrie du sable. Et voilà. Et là, on voit qu'on a pas mal de sable assez fin. Donc, il y a quand même un pouvoir d'action qui est même assez rapide. Et pour autant, il y a une bonne répartition un peu intermédiaire et un peu grossière. Donc voilà. Ça, et en plus, on voit au-dessus, c'est un calcaire pur, à 98-99%. Donc ça, par exemple, c'est un produit qui est assez idéal pour Cholet. D'une carrière très particulière, très spécifique, je ne sais plus laquelle en Europe. Voilà. Donc ça, voilà, un produit comme ça, on a envie d'apporter 5-7 tonnes tous les 3-5 ans, voilà, ça peut un peu se discuter, etc. Mais par contre, en effet, il faut faire ces petites analyses dans les carrières parce que là, si je prends une autre carrière, de la Drôme, pareil, bon, ben en fait, là, on se retrouve avec un produit, on n'a pas 100% de calcaire, on n'en a que à peine 50%. Et en plus, il est globalement assez grossier, au-dessus de 2 mm. Voilà. Donc là, on voit, pour le coup, ça, c'est un produit qui n'a pas trop d'intérêt, enfin, qui est beaucoup moins intéressant pour Cholet. Donc, c'est plutôt comme ça que je trouve le plus pertinent d'analyser ces sables calcaires de carrière. Voilà. Mais qui, en effet, n'auront pas ça sert à rien de faire des valeurs neutralisantes ou des IPA, etc. En fait, ça suffit largement. Voilà. Et après, à voir aussi, c'est-à-dire que si, cette carrière, elle a un sable qui n'est pas idéal, mais la carrière, elle est à 2 km de chez moi et j'ai le produit quasi à coût ridicule, bon, ben, en fait, peut-être c'est quand même intéressant, quitte à en mettre un peu plus, en plus j'ai de quoi les pendre, etc. Donc, voilà, ça permet d'ajuster ça. Est-ce que Lionel, ça répondait à ta question? Oui. Du coup, il y a quand même la question sur la pureté en carbonate qu'il faut. Parce que la granulométrie, on peut l'avoir assez facilement à la ferme. La pureté en carbonate, c'est moins évident à doser. Ouais, mais ça, comme je disais, en fait, il faut faire le tour des carrières, envoyer un échantillon de chaque carrière. Encore une fois, c'est 50 balles, je pense que ça peut. La Dabio peut, voilà, et en fait, centraliser toutes ces infos et en fait savoir un peu dans chaque carrière du coin sa qualité en carbonate et en granulo. Même la granulo, c'est bien de la faire au labo en fait, parce que tu vois, pour différencier, avoir des mailles en dessous de 0,5 mm, c'est pas si facile que ça quand même. Voilà. Et c'est en fait, pour un labo, c'est très 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 basique comme analyse. C'est juste, je passe dans des tamis et je fais un test un peu spécifique à l'acide qui vraiment me dégomme tous les carbonates et je vois ce qui reste, quoi. Il y a 2 autres questions. Est-ce qu'on les prend tout de suite, Victor? Est-ce que c'est OK pour toi ou tu voulais... J'ai peut-être juste cette diapo-là, un peu sur là, c'est le quoi, et ça, c'est un peu le quand. Okay. C'est juste pour préciser, donc ne pas choler en même temps qu'un apport organique. Voilà, ça va volatiliser tout l'ammoniac, donc c'est problématique. Et l'autre avantage
d'apporter quelque chose de un peu grossier, plus que du très très fin et lessivable. C'est que en fait, justement, ça va être moins lessivable et il y a moins d'enjeux à l'apporter à des moments précis. Si vraiment j'apporte de la poudre, il faut que ce soit, j'apporte pas à l'automne avant des grosses pluies, j'apporte plutôt au printemps, mais pas trop en même temps d'apport organique, etc. Un sable un peu grossier, en fait, la priorité, c'est d'intervenir en bonnes conditions pour pas tasser les sols. Et ça, en vrai, ça peut être un peu n'importe quand, même si c'est en plein été, même si c'est en action moyen terme. Voilà. Et épandage, idéal, c'est épandeur à table. Épandeur de fumier à table. Ça peut être, c'est souvent un peu ça peut être le facteur limitant, le mode d'épandage sur ces sables calcaires. Après, c'est plutôt pour des systèmes maraîchers qui sont pas trop équipés d'épandeurs. Voilà. À partir de là, je pense qu'on peut vraiment prendre les questions. Dans ce cas, Nicolas, je vois que tu levais la main, n'hésite pas à poser ta question. Oui, alors ma question en fait est un peu pour Eve. L'autre fois, quand tu es venu chez moi, tu as pris un échantillon de la carrière. Et je voulais savoir si c'était cette analyse-là que tu allais faire, si tu l'as déjà fait ou pas. Pas encore, on sera fait pour le mois de janvier quand Victor viendra. Et ce sera cette analyse-là qui nous a parlé. Oui. Oui. Merci. Et justement, moi, vu que tu posais une question là, est-ce que tu peux nous faire un retour de toi, comment tu épands les sables calcaires chez toi? Parce que je sais que ça avait posé un peu souci justement dans le groupe. Ouais, alors moi, je suis pas bien par rapport à ce que Victor nous dit, mais en fait, moi, je l'épand à l'épandeur à fumier à direction verticale. Mais pour économiser mon matériel, en fait, je mets un fond de compost. C'est-à-dire que je mets 20-30 cm de compost sur les tapis et après, je mets le calcaire dessus pour éviter d'abîmer mes tapis. Et je pense pas que ce soit l'idéal. Mais... Ouais, c'est vrai que la question s'était beaucoup posée par rapport au fait qu'on abîme, que ça abîme le matériel. Du coup, voilà. Merci pour ton témoignage. Si possible, dans ce cas-là, mettre le compost le plus mûr possible. Voilà. Mais c'est ouais, avec le compost mûr, ça va, c'est pas trop. C'est moins problématique. Après, disons que c'est surtout que ça va. Si j'apporte si c'est en même temps qu'un apport organique justement moins mûr, un peu plus frais, en fait, c'est surtout que ça va volatiliser une grande partie une partie en tout cas de l'azote que tu apportes en ammoniac. Donc du coup, ça rend l'apport organique qui est un peu moins qualitatif. Après, si c'est une fois tous les 10 ans, je veux dire, c'est. Mais après, moi, le but, c'est vraiment d'apporter le calcaire. En fait, là, l'apport organique, Voilà. c'est juste là pour éviter d'abîmer mon matériel, en fait. Donc moi, même si l'apport vient, en fait, en vrai, ça ne me dérange pas. Le but, c'est de pouvoir épandre moi-même le calcaire pour diminuer les coûts et puis de ne pas abîmer mon matériel. Oui. Non, mais dans ce cas-là, il n'y a aucun problème. C'est même très bien. Alors, il y a plusieurs questions qui arrivent. Je les prends dans l'ordre. C'est bien, Teams reconnaît qui a levé la main en premier. Donc, Théo, si tu veux poser ta question. Oui, je voulais savoir, le sable, les particules de 4 mm, elles mettent combien de temps à se dégrader, particules de calcaire? C'est pas forcément évident à dire. Ça va plutôt être à horizon 10 ans. Ça va dépendre un peu du type de calcaire. Voilà. Après, sachant que ça reste des quantités qui sont, à l'échelle d'une parcelle, assez faibles quand même. Mais globalement, on dit que ça reste un peu grossier, mais voilà, un sable de 2 à 4 mm, ça a plutôt une rayon d'action d'une dizaine d'années. Et ensuite, et ça aussi, ça va, si on veut vraiment aller dans le détail, ça va dépendre un peu de ton type de sol.
Ça va dépendre de ce que tu fais. Et exemple, plus le sol va être aussi stimulé, plus le sol va avoir une activité biologique forte, plus il va acidifier vite et plus ça va réagir vite. Ça va se dégrader vite. Voilà. Mais ça laisse, voilà, ordre de grandeur, 5-10 ans. Ok, merci. Olivier, je te laisse poser ta question. Alors, je te vois pas, mais en tout cas, on t'entend pas. Je sais pas si tu as bien pensé à Oui, réactiver ton excusez-moi, micro. j'avais le micro. Oui, Ok. disons, par rapport à mon expérience, donc j'ai remarqué que donc en utilisant du 0,4, en fait, les gros grains, on les voit plusieurs années en surface. Donc après, je me dis, ben, au moins, c'est un signe que l'acidité n'a pas tant que ça, parce que tout le sable n'est pas consommé rapidement. Donc c'est plutôt une bonne nouvelle. Après, moi, je me suis toujours dit qu'il fallait le mettre sur une prairie, parce que j'entends des collègues qui le font avant labour ou avant une implantation, donc ils vont passer une herse rotative, ils vont le mettre à plusieurs centimètres de profond. Moi, je pense que ce n'est pas une bonne idée, parce que je pense que l'acidité, moi, dans mon cas, sur sous-sol calcaire, je pense qu'on est, l'acidité, on l'a surtout en surface, donc il faut bien laisser le sable calcaire en surface pour qu'il soit efficace, sinon je pense que c'est une perte. Donc déjà ça. Après, par rapport à la question de l'épandage, donc moi j'ai la chance d'avoir eu accès à une machine à fond poussant, donc il n'y a pas de chaîne et de tapis. Donc c'est la paroi avant qui avance avec un vérin qui pousse la matière vers l'arrière et après il y a une table d'épandage derrière. Donc pour info, c'est la marque Figel, c'est une entreprise qui me fait ça. Donc ça c'est le top parce que lui ça lui abîme pas son matériel et puis l'épandage est vraiment de bonne qualité. Après, j'avais une autre question qui est un peu périphérique au cholage, c'est l'utilisation de gypse. J'ai des collègues qui utilisent de gypse, donc il me semble qu'elle souffre en plus. Donc je voulais voir l'intérêt du gypse par rapport au sable calcaire. Je sais que le tarif, c'est pas du tout le même, c'est beaucoup plus onéreux à utiliser. Voilà, si Victor avait une info sur le gypse. Ouais. Alors, sur le surface versus enfoui, si vraiment on voudrait aller dans l'idéal, en vrai, c'est pas mal si c'est enfoui dans les 10 premiers centimètres. Voilà. Bon, après, ça, selon l'itinéraire technique, en vrai, c'est pas si. Pour moi, c'est pas forcément un gros enjeu. Juste éviter de mettre en surface, de faire un énorme labour qui retourne tout et ça tombe vraiment tout en profondeur. Voilà. Après, l'activité biologique, elle est vraiment active dans la couche labourée et encore plus dans les 15 premiers centimètres. Et du coup, en fait, quelque part, c'est vraiment là où il y a besoin que ce soit un peu mélangé, etc. Et du coup, ça, voilà, peut-être aussi, si c'est mis en surface sur une prairie, l'action sera aussi plus lente. C'est pas forcément bien ou mal pour le coup, mais si c'est en surface en prairie non retournée, l'action sera plus lente. Parce qu'en fait, l'interface calcaire microbe est faible. Et si il y a le travail du sol et que c'est enfoui, là l'effet sera plus rapide parce que plus de contacts microbiaux calcaires. Voilà, pour le même produit. Encore une fois, ce qui ne dit pas spécialement bien ou mal, quoi, mais voilà. Et en soi, moi, ça me choque pas qu'il y ait un travail du sol derrière cholage. Voilà. Gypse. Alors, gypse, c'est une matière assez spécifique. L'intérêt du gypse, c'est vraiment quand il n'y a pas de problème d'acidité, mais qu'il y a une carence en calcium. C'est vraiment spécifique comme matière. C'est-à-dire que le gypse ne va pas avoir d'effet sur l'acidité. Ce n'est pas du tout un effet chaudant. Par contre, il permet d'augmenter les teneurs en calcium et du coup, dans certains cas, parce qu'il y a des sols où du coup, il y a des carences en calcium, enfin des carences, c'est jamais des carences, mais disons qu'il y a des taux de calcium faibles. Pour autant, tu as déjà un pH à 7, 7,5, donc tu n'as pas envie d'apporter du cholage. Donc c'est vraiment dans ce cas-là que c'est pertinent et dans les sols salinisés. Bon, c'est pas trop votre cas. Voilà, pour le gypse. Et aussi, du coup, c'est un apport de soufre, donc qui peut être aussi
pertinent pour la porte soufre. Mais généralement, c'est vraiment pour l'apport de calcium en sol où il ne faut pas choler. Ça répond à ta question, Olivier? Donc, moi, je me pose la question, c'est que j'ai des pH plutôt proches de 7 et je chaule. Alors, il faudrait mieux que j'ai l'apport du chips sur mes luzernes. Question? Ça peut se réfléchir. Ça peut se réfléchir. Parce que là, pour l'instant, et là, par exemple, tu choles tous les combien de temps? Ah bah, je fais uniquement les luzernes dans quelques parcelles et je reviens tous les 10 ans, pas plus. Mais là, le gypse, c'est pas loin, hein, c'est à côté de Vienne, les collègues. Donc, alluvion du Rhône, peut-être qu'ils ont moins de calcaire que nous, je ne sais pas. Mais je pense qu'ils ont des pH élevés et ils ont peut-être cholé un moment, mais maintenant, ils utilisent du gypse. Ouais. Mais c'est ça, mais c'est vraiment le gypse, hein, c'est vraiment voilà, c'est un effet qui est très différent du cholage, quoi. C'est vraiment pas du tout d'effet contre l'acidité. Et du coup, en effet, c'est pertinent vraiment. Ça, pour le coup, c'est intéressant d'avoir les analyses de sol, notamment quand il y a des déséquilibres, quand il y a des sols très magnésiens. Ça aussi, c'est l'autre cas. En fait, il y a un sol qui est très très riche en magnésium. Et du coup, le rapport calcium sur magnésium est déséquilibré au détriment du calcium. Et là, tu apportes du gypse pour rééquilibrer ce ratio-là. Donc, il faudrait un peu creuser pour savoir si dans ton cas, ce serait vraiment pertinent. Voilà. Si c'est un problème d'acidité, il faut que ce soit du cholage. Si c'est un problème plutôt calcium, soufre, questionner du gypse. En fait, moi, mon raisonnement, il est assez empirique. Mickaël, je ne sais pas, je ne vais pas parler pour lui, mais en fait, notre souci, c'était de pérenniser les luzernes. Donc, on s'est dit, nos luzernes, elles ne durent pas longtemps parce qu'on a de l'acidité de surface qui les font disparaître. Donc, on chaule. Et on a vu un effet quand même. On n'a pas vu un effet sur la productivité des luzernes, mais sur leur durée de vie. Bon, c'est encore pas l'Amérique, mais c'est un petit peu mieux. Est-ce que tu as déjà fait du test à l'acide? Pas trop, non. Ça pour le coup, en fait, ça te répond direct à ta question de est-ce que j'ai de l'acidité de surface? C'est vraiment un petit coup à la bêche et vraiment un test à l'acide sur les 3 premiers centimètres versus test à l'acide en dessous de 15 cm. Si vraiment tu as une différence de réaction, c'est que tu as si vraiment tu es à 0 en dessous et que tu réagis un peu ou beaucoup en profondeur, en effet, c'est possiblement une acidité de surface. Si jamais tu fais le test à l'acide et que ça réagit en surface, bon, c'est que ce n'est pas de l'acidification. Et ça, c'est pour le coup, là-dessus, c'est plus efficace qu'une analyse de sol, pour ce cas spécifique. Si tu as de l'acidité qu'en surface, tu ne fais rien, c'est ça? Si. Et du coup, si au test à l'acide, tu confirmes que le problème, c'est de l'acidité en surface, là, en effet, il faut choler. Ouais, c'est ce qu'on avait décidé avec David Stéphanie. Ça remonte, on n'a pas refait depuis, mais ça, c'était il y a 10 ans, on a fait ça. Je pourrais mais si passer jamais faire chez toi. tu passeras. Mais si jamais vraiment tu fais le test à l'acide et en surface ça bouillonne, bon, ça ne sert à rien de choler. Ok, merci. Ensuite, c'était Adrien. Oui, c'était par rapport aux conditions d'application. Les produits qui sont vendus dans le commerce, notamment par les COP, là, qui peuvent se mettre aux distributeurs d'engrais, ça peut être une alternative crédible si on n'a pas de table d'épandage sur l'épandeur. Ouais. C'est la fin de la question. Juste. Oui. Ouais. Pardon. Oui. Donc là, à vérifier, ce sera certainement des produits assez fins. Donc du coup, que tu doses beaucoup plus faible. Et pour le coup, à revenir un peu plus souvent.
Voilà, là aussi, il existe une variété de produits assez forte. Et alors là, par contre, les conditions d'application, il faut être un peu plus précis, donc vraiment éviter l'automne, parce qu'en vrai, c'est des produits qui se lessivent assez vite. Et plutôt une application de sortie de printemps. Ok. Ou alors, après, et ça dépend sur quelle culture. Si c'est sur quelle culture Moi, ça dépend. En fait, je tourne mes rotations grande culture, ça va être prairie temporaire et céréales. Je fais du blé. Mais je mets tout à l'automne en général. Enfin, même mes prairies, je les mets derrière le blé à l'automne. Ouais. Et ben, dans ce cas-là, je le mettrai plutôt sur l'implantation de la prairie permanente. Ouais. Et ça va être un peu ça où c'est le plus sensible. Et donc, du coup, plutôt en début de prairie permanente, ou alors au bout d'un an, enfin, ça même presque, voilà, au début ou pas longtemps après le début de la prairie permanente, de la prairie temporaire, en bonne condition. C'est plutôt ce type de culture quand on est un peu plus sensible aussi à des questions de soulage. Et voilà, selon combien de temps après ça dure. Ça, c'est un produit, il faut plutôt revenir tous les 3 ans, quoi. Ouais. Ok. Et parce qu'après, tu dis que c'est assez fin, mais il y a quand même une certaine granulométrie. Alors, est-ce que c'est les produits dont tu parlais tout à l'heure? En fait, c'est très fin, mais c'est réagrégé après? Ouais. Ok. Alors, il faut regarder l'étiquette, mais souvent, c'est le cas. Okay. En tout cas, il faut bien être au clair si c'est un produit en poudre réagrégé ou alors un produit un peu sable calcaire. Tu vois. Ça, faut vraiment être sûr que ce soit l'un ou l'autre, parce que c'est vraiment pas le même comportement. Ok, merci. Eve, tu avais une question? Oui, c'était plus une remarque qu'une question. C'était pour rebondir sur les discussions qu'il y avait sur les luzernes qui ne durent pas très longtemps. Du coup, avec Maxime Vielle, moi, que je fais intervenir sur les prairies, on a remarqué sur des suivis qu'il fait sur des fermes des Savoies avec des sols calcaires, des luzernes qui dépérissent au bout de 2-3 ans. Et lui, il mettait plutôt ça en lien avec des carences en phosphore, du coup. Parce que la luzerne est assez exigeante en phosphore. Et du coup, on va avoir des sols calcaires, mais en fait, avec pas assez de phosphore disponible. Et du coup, la luzerne, elle dépérit, voilà, elle tient pas très longtemps, quoi. Donc peut-être aussi regarder ce côté-là au niveau des analyses, notamment. Voilà. Toujours le problème. Je sais pas si tu as remarqué ça, Victor, toi, mais... Ouais. Enfin, il peut y avoir. En fait, c'est chiant les luzernes parce qu'il peut y avoir vraiment plein de problèmes différents. Et c'est pas toujours évident, quoi. Le phosphore, ça fait partie en effet c'est une plante qui est extrêmement exigeante en phosphore. C'est une plante qui souvent, ça vaut le coup vraiment de mettre du fumier dessus pour des questions phosphore et potasse. Je ne sais pas si c'est une pratique qui est courante chez vous. Mais voilà, il y en a qui vont dire que c'est le bore, il y en a qui vont dire que c'est le calcium, il y en a qui vont dire que... Voilà. Et aussi, la base de la base, regardez l'enracinement. Regardez la physique. Est-ce que j'ai un sol, est-ce qu'elle s'enracine bien? Est-ce que j'ai pas un blocage est-ce que j'ai pas une semelle de labour? Est-ce que j'ai pas un... Et voilà, c'est vraiment un couplage de plein de... C'est pas toujours évident de savoir c'est quoi le problème numéro 1. Ça, c'est vraiment une combinaison labo, terrain, essai, erreur. Juste, du coup, repenser aussi au schéma que j'ai mis. Numéro 1, on regarde la physique du sol. Est-ce que ça m'enracine bien? Numéro 2, est-ce que je suis pas sur un sol qui est complètement acidifié? Et ensuite, numéro 3 et 4, est-ce que j'ai une matière organique correcte? Et puis, est-ce que j'ai des minéraux qui me permettent d'aller bien? Voilà. Ensuite, c'était Lionel qui avait une question. Si Eve, c'était bon pour toi? Vas-y, Lionel, du coup. Oui, moi j'avais une question sur le dosage un peu pifométrique du cholage. Parce que chez moi, il n'y a pas de carrière vraiment à proximité, donc il y en a souvent pour plus cher de transport que de matériaux.
Et du coup, de Cholet avec de prendre la décision de Cholet en fonction de savoir si c'est vraiment urgent ou si c'est d'entretien. Et dans le cas d'entretien, s'il faut plutôt mettre l'équivalent de une tonne par an ou 5 tonnes tous les 5 ans ou le double ou la moitié. En fait, ça a vite un impact de plusieurs milliers d'euros sur la facture à la fin de l'année. Donc, comment affiner un peu ça? Eh ben, du coup, alors déjà, est-ce que je suis sur une situation urgente? Voilà, ça c'est numéro 1. Si je suis dans une situation urgente, ça, ouais, ah oui, peut-être un truc que je voulais dire là que j'ai oublié. Si je suis sur une situation urgente où vraiment j'ai un sol qui a des graves problèmes d'acidification et je suis sûr que ça n'a jamais été Cholet depuis 20 ans et puis voilà. Dans ce cas-là, ça peut être pertinent de commencer par un produit assez fin, quitte à avoir un produit plus virulent, quitte à payer une presta de cholage fin. Tac. Et ensuite, au bout de 2 ans, 3 ans, enfin au bout de 2 ans peut-être, remettre un produit un peu plus équilibré. Donc voilà, il peut y avoir cette question, c'est quoi l'urgence? Et ensuite, sur les doses, et ben, voilà, ce que je dis, c'est déjà quelle matière, c'est quoi la composition de la carrière la plus proche de qui tu pourrais te fournir. En fait, ça va jouer sur est-ce que je vais mettre plutôt 3 tonnes ou est-ce que je vais mettre plutôt 6 tonnes. Et ensuite, tes types de sols. Est-ce que j'ai un sol, plutôt des sols lourds ou plutôt des sols légers, pour résumer quoi. C'est quoi ma CEC, si je veux une valeur un peu plus claire. Quoi. Si j'ai plutôt une CEC en dessous de 10, donc plutôt un sol sableux ou un sol sablo-limoneux, on va plutôt descendre un peu les doses. Voilà, on va peut-être plutôt se rapprocher de 3 à 5 tonnes au max d'un produit, on va dire, de carrière équilibrée. Ou est-ce que je suis sur un sol plutôt argileux, une CEC qui est plutôt à 20? Et dans ce cas-là, c'est bien d'être plutôt entre 5 et 8 tonnes. Et ensuite, voilà, et après, enfin voilà, après il faut creuser du coup le coût économique que ça représente et faire la balance de tout ça quoi. Mais ouais, j'ai besoin de la composition du produit, du coup que ça représente à la tonne épandue, de mes types de sol à peu près, de l'urgence du cholage, pas. Et avec ces paramètres, je peux construire la stratégie. Et est-ce qu'on peut, je reprends, est-ce qu'on peut, par exemple avec les méthodes à l'acide chlorhydrique, là, refaire un test sur le sol, si on fait 2 ans après, est-ce que ça donne parce que moi j'ai eu l'impression de le faire et que ça répondait pas du tout. Donc, quelle analyse on peut faire de ça? En théorie, mais alors ça peut être assez fin. Et si on a Cholet avec un produit un peu grossier, avec un sable de carrière, on va dire, en théorie, au bout de 2 ans, on devrait entendre au moins un crépitement. Ça devrait se retrouver, mais honnêtement, ça peut être un peu fin quand même. Hein, voilà. Donc, un test à l'acide, on est censé le retrouver, mais il faut quand même avoir un peu l'œil, quoi. Et voilà. Et après, je le conseille pas forcément, mais sur une analyse de sol, au bout de 2 ans, on devrait avoir les ratios CA sur CEC qui bougent aussi. Mais je ne conseille pas forcément de le vérifier ça. Mais voilà. Et ensuite, et après, ça dépend un peu du produit utilisé, quoi. Si c'est un produit très très fin, à fort lessivage, ça peut partir très vite. Si c'est un produit un peu grossier, même dans la gamme des sables calcaires, plutôt un peu grossier, c'est normal que ça mette quasiment 2 ans avant de vraiment avoir des effets sur le sol.
Je ne sais pas si j'ai répondu. Si, ouais, c'est bon. Et bien, dans ce cas, Olivier. Oui, je reviens sur l'alimentation de la luzerne en phosphore. J'ai lu dans la littérature que le phosphore pouvait être libéré par les micro-organismes du sol. Donc, normalement, si ton sol fonctionne, tu n'as pas de carence en phosphore. On entend plus dire la consommation de potasse. La luzerne est une grosse consommatrice de potasse. Donc, il faudrait se soucier d'apporter de la potasse par contre. Alors, voilà, je voulais un avis de Victor sur ces deux éléments. Ça fait partie vraiment des sujets sur lesquels on a un réel flou. Alors, le problème du phosphore, c'est que c'est un des éléments les plus mal analysés dans les sols. En fait, c'est très compliqué de savoir si la fourniture de mon sol en phosphore est satisfaisante ou limitée. Pourquoi? Parce que, en effet, comme tu l'as dit, en fait, le phosphore disponible pour les plantes tout court, en soi, il est très, très faible tout le temps. Par contre, il est toujours, en tout cas, il est beaucoup solubilisé rendu disponible par la vie microbienne des sols. Et ça, c'est un vrai problème parce que, c'est un vrai problème. Non, c'est très intéressant. C'est magnifique comme ça marche. Mais c'est un problème pour analyser parce que, en fait, on n'arrive pas trop à l'estimer ça. En fait, ça va dépendre de quelle flore microbienne, est-ce que j'ai des champignons, est-ce que j'ai des mycorhizes ou pas, etc. Et en fait, cette dose entre la valeur que donne une analyse de sol, ça va te dire, bon, globalement, si l'analyse de sol sort un phosphore élevé, globalement, tu peux te dire que tu n'auras pas trop de problèmes de phosphore. Si ton analyse de sol sort une valeur en phosphore très faible, c'est le point d'interrogation. Parce qu'en effet, il y a plein de sols, moi j'ai vu plein de sols qui sortent un phosphore à 0 et sur lesquels il y a des luzernes magnifiques. La luzerne, c'est la plante la plus exigeante en phosphore quasiment qui existe. Bon, c'est bien que la luzerne va chercher du phosphore quelque part. Par contre, en fait, quand l'analyse de sol sort vraiment ce phosphore très faible, voilà, en fait, il y a cette incertitude. Parce qu'il existe en effet quand même des sols sur lesquels les fournitures en phosphore sont vraiment limitées, quoi. Et où même la vie microbienne a du mal à aller le chercher. Et alors, si tu rajoutes d'être en sol calcaire, ça augmente en plus cette incertitude. Parce que le calcaire va interagir avec le phosphore. Mais en tout cas, si ton analyse de sol sort un phosphore en 0 et que tes luzernes peinent, ça reste quand même un point d'interrogation. Alors, l'autre problème qu'il y a avec le phosphore, c'est qu'en bio, le seul apport de phosphore, c'est les apports organiques. Il n'y a pas d'apport de phosphore autre que les matières organiques. Si, il y en a un type de phosphore qui est utilisable en bio, mais il ne faut surtout pas le mettre en sol calcaire. J'ai oublié son nom d'ailleurs. Et du coup, d'où aussi quand même l'intérêt souvent de fertiliser les luzernes, parce que j'apporte du phosphore, mais en effet, je vais aussi apporter du potassium. Donc ça, que je dis vraiment, les luzernes, ça mérite vraiment des essais un peu à moyen terme, du tâtonnement, erreur, oui, en effet, un peu de Patenkali, des fois, ça peut débloquer les choses parce que j'apporte du potassium. Il y a vraiment plein de discours hyper différents. Il y a plein de conseillers qui vont vous conseiller plein de choses différentes. Moi, je suis toujours un peu embêté à répondre parce que, en fait, on a encore beaucoup d'incertitudes, mais même sur le... Il ne faut pas oublier que le sol, vraiment, ça reste un milieu empirique, ça reste une boîte noire scientifique. On ne comprend encore mal ce qui s'y passe dedans. Et du coup, à quel endroit c'est vraiment déterminant que ce soit l'apport en potassium qui fasse décoller la luzerne, à quel endroit c'est l'apport en phosphore, à quel endroit c'est le cholage, on le sait généralement, si vraiment il y a de l'acidification, ce sera le cholage qui est prioritaire. J'ai pas de réponse évidente, quoi. En tout cas, des fois c'est le cas et des fois c'est pas le cas. Et donc ça aussi, ça mérite vraiment dans l'idéal d'être un groupe d'éleveurs qui est un peu suivi et sur lequel il y a des essais, quoi. C'est là où on commence à mettre moitié du champ. Et si j'essaie quelque chose, voilà, j'essaie du gypse, j'essaie du Patenkali. Bon, toujours, c'est moitié du champ,
que sur une moitié du champ et pas sur l'autre moitié, quoi. Et au bout de 5 ans, je vois un peu si ça a un effet ou pas du tout, quoi. Et petit à petit, comme ça, on essaie de trouver le facteur bloquant et limitant. Voilà. Et pareil, si mon analyse de sol donne des valeurs en potasse énormes, bon, c'est certainement pas ça quand même non plus aussi. C'est pas très satisfaisant comme réponse, je suis désolé. Est-ce que vous avez d'autres questions, remarques ou envie de témoigner sur comment ça se passe chez vous? Moi, je reviendrai bien sur justement ces apports en matière fine. Tu dis que c'est lessivable. Mais du coup, dans mon cas, si par exemple, fin août, j'applique ça, je travaille un peu du coup superficiellement le sol pour implanter ma prairie. Ma prairie, elle a le temps de se développer un peu avant l'hiver. Est-ce que ça limite quand même les pertes ou il y aura quand même de toute manière des pertes pendant l'hiver? Oui, ça me paraît plutôt cohérent. J'hésite, je me pose la question sur est-ce qu'il vaut mieux ça ou est-ce qu'il vaut mieux l'apporter l'été d'après sur la prairie déjà un peu déjà un peu implantée. Honnêtement, j'ai pas de réponse évidente. Je pense que les deux sont cohérentes. Ok. Voilà, ça me choque pas en tout cas. Apport été, travail du sol, implantation prairie. Voilà, il faudrait éviter. En fait, il y a un peu le risque de bon, bah en fait, bam, il y a le maxi orage, il prend 100 mm d'eau début septembre, et du coup, si du coup il arrive vraiment un peu sur ton sol nu avec ta matière que tu viens de mettre, bon, tu vas en perdre pas mal. Alors que si tu l'apportes s'il y a déjà si tu l'apportes sur la prairie, bon, qui vient d'être fini, et voilà, il y a une période assez longue où les animaux ils vont pas venir, donc du coup, ou pas faucher. Donc là, j'épand ici. Et en fait, là, pour le coup, même s'il y a une grosse pluie dessus, ça va moins perdre. Ok. Audrey? Donc, moi, je pense que c'était plus une question pour Nicolas par rapport à l'épandage. Enfin, nous, on a un épandeur juste à fumier avec les hérissons là. Et du coup, j'ai pas bien compris de la quantité de chaux qu'on peut mettre par-dessus le fumier, enfin le tapis de fumier pour pas abîmer l'épandeur. Enfin, tu vois, je sais pas en termes de quantité, qu'est-ce que ça représente, quoi. Alors, moi, mon épandeur, c'est un 14 mètres cubes. Moi, je mets vraiment, 30-40 cm de fumier pour protéger. Et dessus, après, moi, je le charge pas mal, quoi. Je mets à plus de la moitié de calcaire, quoi. Bon, à partir du moment où le tapis est protégé, après, voilà, moi, ça fait à peu près 10 tonnes hectares. Comme c'est du 0,4, voilà, il y a du fin, il y a du portier. Okay. Ouais. Et l'homogénéité des pendages, ça, t'en es satisfait? Ouais, il y a le début, comme quand on met du fumier, quoi. Le compliqué, c'est le début. La fin, moi, j'ai un tapis hydraulique, alors je le fais avancer un petit peu plus vite, ça arrive à la fin. Mais c'est vraiment la mise en route, c'est ouais, c'est moins juste, quoi. Alors après, en sachant que c'est un produit qu'on paye pas cher, je vais le chercher moi-même. Voilà. Pas très exigeant sur la cuisine. C'est le cas idéal. Merci. Je ne sais pas si j'ai répondu à ta question. Ouais, c'est super. Merci. Est-ce qu'il y a des dernières questions qui restent et auquel cas, n'hésitez pas à les poser maintenant.
Pour les épandeurs, il y en a qui graissent les chaînes, surtout. Ils graissent bien les chaînes et puis ils mettent pas forcément beaucoup de matière dessus. Vous pouvez imaginer mettre de la paille, sinon pas obligé de mettre du fumier. Après, il faut faire les essais, puis vous verrez bien comment ça se passe. Après, les entreprises, le mieux, c'est de faire à l'entreprise. Comme ça l'épandeur de l'entreprise et le gars, il se débrouille, hein, il gère. Ils sont là pour rendre service aussi. Hein. Ok. Bon, Victor, je ne sais pas si tu voulais ajouter ou conclure d'une manière ou d'une autre. Enfin, voilà. N'hésitez pas à me solliciter pour même voilà, des fois des lectures d'analyse de sol ou des cas un peu particuliers. Voilà. J'ai pas de souci pour prendre un moment pour voilà, travailler un peu sur des cas particuliers. Pas hésiter à me contacter. Et du coup, pour info, Victor va venir pour des formations sur la zone Adabio. Donc, ça ne sera pas sur le cholage, mais ça sera sur d'autres thématiques qui pourront peut-être vous intéresser. Donc, tu commenceras normalement par l'Isère le 19 janvier sur une formation sur les fumiers et les lisiers, comment gérer les apports, comment bien conserver aussi la matière organique. Voilà, faut encore qu'on peaufine le tout. Donc, s'il y en a qui sont intéressés et qui ont des attentes en particulier, n'hésitez pas aussi à nous les faire passer entre-temps. Donc ça sera le 19 janvier, c'est un lundi, et ça sera en Isère. Et après, Ève, je crois que ça sera plutôt sur les Savoies. Oui, le 21 janvier, mardi, mercredi, à voir quelle forme ça prend. C'est 2 jours collectifs, un jour collectif, un deuxième jour plus en individuel. On n'a pas encore. On n'en a pas reparlé avec le groupe du coup. Mais en tout cas, on a bloqué ces 2 jours-là. Sur du coup le fonctionnement des sols et aussi les apports organiques. Voilà, et puis on a aussi d'autres dates qui vont arriver sur les grandes cultures. En Isère, il y a une formation sur la conception des couverts végétaux le 2 décembre, donc ça arrive vite. Là, l'idée, c'est de se baser sur vos situations et de se dire, en fonction de vos contextes, comment on priorise et comment on conçoit le mélange qui est adapté à l'interculture en question. Donc ça sera le 2 décembre en Isère. Et puis, il y a une autre visio qu'on organise sur ce même format, donc 2 heures en début d'après-midi, aussi dans le cadre de défis. Ça sera avec Thomas Quenier, qui est conseiller sur Sivam Bio en Mayenne. Et donc là, ça sera une intervention sur l'agriculture bio de conservation. Et l'idée, c'est que lui, ça fait 10 ans qu'il accompagne un groupe sur cette thématique-là et il a fait énormément d'analyses technico-économiques. Et donc, ça va être de voir en fonction des différents itinéraires techniques et des différentes intensités de travail du sol, si, il va y avoir un lien avec les marges économiques. Et donc, voilà, de se dire à quel point l'agriculture biologique de conservation est performante ou non. Voilà, ça sera ça le. Donc, faut qu'on repeaufine si on garde qu'une date ou deux, Ève. Je crois qu'on s'était peut-être dit de garder que celle du lundi 8 décembre. Il me semble, mais on vous renverra dans tous les cas un mail, comme ça on pourra aussi vous faire passer, Victor, je ne sais pas si c'est possible d'avoir ton support. Oui, bien sûr. Ouais, Ouais. comme ça on vous fera passer le support et Vraiment, on pourra vous remettre les dates. ouais, vraiment super. Le travail de Thomas en Mayenne, c'est passionnant. 15 ans de recul, c'est super, quoi. Faut venir. Voilà, donc ouais, ça sera le lundi 8 décembre sur le même format, 13h30, 15h30. Et donc ouvert aux 2 groupes défis et aux adhérents, adhérentes de l'ADABio.
Voilà, je pense qu'on va du coup pouvoir conclure. Si vous avez une dernière remarque, n'hésitez pas. En tout cas, on espère que ça vous a plu et intéressé comme format. C'est un peu nouveau. Donc, n'hésitez pas aussi à nous faire des retours si vous avez des suggestions pour des prochaines visios, que ce soit changer ou améliorer le format, ou si vous avez des idées d'intervention qui pourraient être intéressantes d'avoir aussi, des sujets, des intervenants. Voilà, n'hésitez pas. Et ben, c'est tout bon. Merci à tous et toutes. Bon après-midi. Et merci Merci. Victor. Bon Au revoir. après-midi.